L'obligation vaccinale de certains professionnels et la politique forte d'incitation à la vaccination de toute la population française sont en débat depuis des mois. Les décisions du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ont porté atteinte à de nombreuses libertés et droits fondamentaux. Cependant, les arguments de la durée limitée dans le temps de ces restrictions et de la nécessité médicale ont rendu ces mesures acceptables, en tout cas aux yeux des juridictions suprêmes de notre pays. Mais cette durée commence à s'inscrire dans le temps et la durée et l'utilité réelle des mesures est de plus en plus remise en cause. Alors nous allons en parler ce soir dans le droit en débat avec Maître Cora Item. Maître Cora Item, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat inscrit au barreau de Versailles. Et vous avez plaidé vous-même, et vous êtes actuellement saisi aussi donc, de plusieurs dossiers en lien avec l'instauration du pass sanitaire et l'obligation vaccinale de plusieurs professions. Alors, si on peut prendre dans l'ordre, j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous expliquer, et aux auditeurs surtout, où nous en sommes d'abord par rapport au pass sanitaire. Vous avez, en tant qu'avocat, fait annuler le pass sanitaire pour les centres commerciaux. Vous pouvez peut-être revenir dessus. À ce jour, fin septembre, toute fin septembre, début octobre, quelles sont les questions de droit qui sont résolues et quelles sont celles qui peuvent être encore, qui sont encore en question par rapport au pass sanitaire d'abord? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Tout d'abord, où est-ce que nous en sommes? J'ai envie de vous dire qu'on en est finalement au point de départ parce que, à l'exception de la suspension du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux suite à la loi qui avait été votée en août par le Parlement, eh bien, il n'y a eu absolument aucune avancée juridique en la matière. C'est-à-dire qu'on en est exactement au même niveau. La plupart des recours qui ont été déposés n'ont amené à rien, et je le regrette profondément. Et la situation est que nous sommes en train de chercher de nouvelles possibilités pour pouvoir contourner toutes ces difficultés, notamment, et c'est le sujet le plus brûlant, la situation des soignants, c'est-à-dire des médecins, des infirmières, et puis des médecins, qu'il s'agisse de médecins libéraux ou travaillant dans des hôpitaux ou dans des cliniques, qui se trouvent être suspendus tout simplement parce qu'ils ne souhaitent pas être vaccinés. Donc la situation est assez alarmante. Voilà. Alors, ça c'est par rapport à l'obligation vaccinale. Alors, on peut basculer là-dessus. Si après, selon vous, il y a le pass sanitaire va rrester en l'état, il n'y a plus moyen de contester ou il n'y a plus de moyens juridiques. Il y a toujours moyen de contester. Non, il y a toujours moyen de contester et nous allons y réfléchir. Pour l'heure, les recours qui ont été effectués par certains de mes confrères n'ont pas abouti. Voilà. Et le fait est que s'ils avaient abouti, cela aurait fait jurisprudence. Et comme vous pouvez le constater, malheureusement, ça n'est pas le cas. Le personnel soignant est suspendu en masse. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent dans des situations de détresse parce que ils perdent leur emploi. Ça va d'ailleurs de la femme de ménage qui trouve son contrat suspendu, au médecin, au docteur qui gère une branche dans un hôpital et qui se trouve lui aussi suspendu du fait de cette obligation vaccinale. Donc c'est une vraie catastrophe. Voilà. Et j'ai l'impression que l'on n'en parle pas tant que ça. Oui, alors justement, quel est leur état d'esprit et leur motivation pour ces soignants, pour toutes ces personnes dont la profession est concernée par le pass sanitaire ou l'obligation vaccinale? Quelles sont leurs motivations et leur état d'esprit à ce jour, vous qui en côtoyez certains qui ont recours à vous? Écoutez, leur motivation, elle est assez respectable, puisqu'elle consiste à dire qu'ils souhaiteraient disposer du libre choix en rapport avec cette question de vaccination. Il en va de même. Alors le pass sanitaire, il faut bien comprendre que le pass sanitaire englobe deux choses. Il englobe la vaccination et les tests antigéniques ou autres, mais dans certains cas, seule la vaccination est autorisée en quelque sorte pour pouvoir travailler, et c'est le cas pour le personnel médical. Donc leur état d'esprit, c'est l'état d'esprit de personnes qui souhaitent avoir un libre choix par rapport à cela. Mais le fait est que, eh bien pour l'heure, on considère que cette question du consentement est secondaire par rapport à l'urgence sanitaire. C'est ce qu'on nous explique.
C'est ça. Et par rapport par exemple, est-ce que vous constatez des irrégularités même par rapport à la loi? Par exemple, des employeurs qui exigeraient le pass sanitaire alors que légalement ils ne pourraient pas, ou alors des gens qui auraient par exemple un test positif de moins de 6 mois et desquels on exigerait quand même la vaccination. Est-ce qu'il y a des abus d'un côté ou est-ce qu'il est parfois possible d'atténuer les effets un peu rigoureux de la loi sur le pass sanitaire? Bah écoutez, malheureusement, oui, il existe des abus, parce que vous savez, c'est toujours ce qui se passe lorsque l'on octroie en quelque sorte un certain nombre de pouvoirs à des personnes qui peuvent avoir des pouvoirs, on va dire, de façon localisée et précis, et ça crée effectivement des petits fonctionnaires zélés, va-t-on dire, ou des petits chefs zélés qui considèrent qu'ils peuvent aller au-delà finalement de ce qu'exige la loi, même prendre les devants par rapport à ce qui est normalement exigé. Donc oui, on a des cas d'abus, on a des cas de suspension par exemple de soignants alors que ceux-ci sont en arrêt maladie. Vous voyez, alors que quand on est en arrêt maladie, on ne peut pas suspendre un salarié ou un fonctionnaire. Donc on a effectivement affaire à des situations qui créent des tensions sociales évidentes et qui mettent un bon nombre de personnes, parce que j'ai eu énormément d'appels, dans des situations très difficiles. Et je pense que ces tensions vont s'accentuer avec le temps, parce que au bout d'un moment, il faudra bien faire un choix. C'est-à-dire, soit on menace les gens de ne pas avoir de revenus et de se vacciner, c'est ce qui est en train de se passer. Donc certaines personnes vont être amenées à se vacciner et vont le faire à contre-cœur, ou bien certaines personnes vont clairement se mettre soit dans l'illégalité, soit en quelque sorte dans une résistance à cette obligation vaccinale, et ça va nécessairement créer des tensions. À titre d'exemple, oui. Je ne veux pas être beaucoup plus long, mais à titre d'exemple, j'ai quand même reçu l'appel il y a quelques jours d'un couple dont la femme doit accoucher dans 1 semaine, qui m'a indiqué que d'ores et déjà, il refuserait à la fois de présenter un test PCR ou antigénique, et à la fois de se vacciner. Et la question qui m'a été posée, c'est: ma femme doit-elle accoucher sur le trottoir? Voilà. Donc vous voyez, j'ai l'impression quand même que le gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qu'il impose, et on a le sentiment d'un rouleau compresseur qui est prêt à écraser n'importe quoi pour faire passer cette question du pass sanitaire et de l'obligation, et du vaccin, qui en réalité est une obligation vaccinale déguisée. Parce qu'à un moment, il faut quand même mettre les choses, il faut mettre des mots aux situations. Hein. Et là, justement, on entend un petit peu tout et n'importe quoi sur Internet, je vais dire largement. Objectivement, quelles sont les chances des soignants ou donc des personnels d'hôpitaux, hospitaliers, etc., de gagner un recours? Mais je dirais en cas d'abus, je veux dire, si par exemple un employeur abuse et va au-delà de ce que le droit permet, exige une vaccination d'un employé alors qu'il n'a légalement pas le droit et fait comme vous avez dit du zèle, ou ceux qui sont vraiment soumis à l'obligation vaccinale et qui ne veulent pas faire, quelles sont leurs chances de gagner devant les tribunaux sur un point je ne sais pas, de droit social, de droit du travail? Est-ce qu'ils ont vraiment des chances réelles de gagner, d'obtenir gain de cause? Pour le moment, si vous voulez, on n'a pas suffisamment de recul, oui. Parce que tout ceci est inédit. C'est-à-dire que on n'a jamais eu, nous les avocats, les juristes dans leur globalité, de situation analogue dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à une situation dans laquelle il faut maintenant montrer patte blanche pour aller travailler et justifier effectivement de ces questions de passe sanitaire et de façon plus renforcée de vaccin. Donc on n'a pas vraiment de recul, et on est obligé de tenter un peu tout ce que l'on peut tenter pour s'assurer, pour parvenir à obtenir quelque chose. Beaucoup d'options ont été mises sur la table et ont été tentées pour le moment par certains de mes confrères. Ces options n'ont pas abouti, mais
La difficulté que l'on a, c'est que ce sont des décisions, pour la plupart, qui ont été rendues en première instance. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, pour tous les éléments, de décision d'appel. Bon. Le problème est que, naturellement, et tout le monde le sait, lorsque l'on fait des recours, qu'il s'agisse de recours devant la juridiction de l'ordre judiciaire ou la juridiction de l'ordre administratif, c'est-à-dire la Cour de cassation ou le Conseil d'État, ce sont des recours qui prennent beaucoup de temps. Et avant, même si l'on perd devant des juridictions de première instance, on peut gagner devant des juridictions d'appel ou des juridictions suprêmes, mais cela prend beaucoup de temps. Et je pense que le gouvernement joue en quelque sorte sur ces délais pour se dire que finalement les gens ne tiendront pas 2 ans, 3 ans avant d'avoir une décision de justice qui leur sera favorable, ce qui est évident. Donc nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'obtenir des décisions favorables et qui vont dans notre sens tout de suite, parce qu'il y a urgence en réalité. Donc, moi Oui, je vous écoute, allez-y. Non, mais je veux dire, le gouvernement joue la montre, mais est-ce que, vous qui avez un peu des retours aussi des soignants, ça se fait pas, comment dire, est-ce que ça met pas vraiment beaucoup d'hôpitaux en difficulté, puisque a priori il y avait déjà un manque de soignants, alors si en plus beaucoup sont suspendus, est-ce qu'il y a vraiment des endroits où la situation devient critique et la suspension devient complètement néfaste? Moi, j'ai pas de retour. Si vous voulez, je ne dispose pas de chiffres sur les hôpitaux. Je sais que on m'appelle de toute la France. Donc, je vois quand même l'ampleur du phénomène et de la détresse de ces soignants partout en France. Ça, je le vois. Il se peut que dans certains hôpitaux, tout le monde soit vacciné, tandis que dans un hôpital en particulier, il y ait beaucoup de soignants qui ne sont pas vaccinés. Donc, tout dépend en réalité de l'ampleur du phénomène dans tel ou tel hôpital, clinique ou autre. Donc, j'ai pas de chiffres, mais je pense très franchement qu'il va y avoir une désorganisation évidente du fonctionnement de ces hôpitaux. Parce que, naturellement, tout le monde sait que l'on manque de personnel soignant, et le simple fait qu'une seule infirmière se trouve suspendue pose déjà une difficulté pour un hôpital ou une clinique. C'est une évidence. Pour un service, vous pensez bien qu'un service a quand même besoin de pouvoir utiliser, si je puis dire, toute la main-d'œuvre dont elle dispose. Et le fait est que, outre les suspensions, il faut compter aussi les arrêts maladie, parce que tout ça crée des pressions innommables sur le personnel soignant qui se trouve être pris entre deux feux et dans un choix cornélien entre être vacciné ou perdre son travail. Voilà. Je reviens à la question de l'appréciation des juges par rapport à la décision du Conseil constitutionnel et des avis et des décisions qu'a rendu le Conseil d'État jusqu'à présent, et puis même aussi un petit peu les juridictions de première instance. L'impression que j'en ai, c'est que le juge ne fait pas vraiment une appréciation de proportionnalité, mais systématiquement, il dit les chiffres sont clairs, le gouvernement veut se donner les moyens de lutter contre l'épidémie, donc les mesures sont très graves, mais elles sont justifiées parce que l'heure est grave. Est-ce que vous avez l'impression que le juge ne fait correctement une appréciation de la proportionnalité de la mesure par rapport à la menace réelle que représente la Covid ? Alors, moi, si vous voulez, vous me demandez mon avis d'avocat sur une décision de justice. Moi, je considère en fait que la liberté doit être placée au sommet de tout. Hein. Et en tout cas, que quelle que soit la situation d'urgence qui est invoquée, cette question de la liberté doit être vraiment soupesée et correctement soupesée pour être certain de ne pas, comment dirais-je, l'écorner de façon à ce que celle-ci soit définitivement perdue. Moi, je pense que cette décision, ce contrôle de proportionnalité est effectué, à mon sens, un peu trop du côté de la sécurité. Et je pense que toutes les mesures qui sont prises actuellement sont gravement attentatoires à la liberté, et il existe évidemment des mesures alternatives. À titre d'exemple, cette obligation, en tout cas cette obligation vaccinale pour les soignants, je m'interroge sur son utilité, puisque on sait à présent que le vaccin n'empêche pas
d'avoir le Covid et de transmettre cette maladie. Donc, je pense effectivement que ce contrôle de proportionnalité, à mon sens, fait fi d'une partie de la question. Mmh. Et par ailleurs, que sommes-nous prêts à accepter en réalité si au moindre problème, on commence à retirer nos libertés les unes après les autres. Mmh. La question, elle est surtout là. Est-ce que nous sommes prêts à accepter n'importe quoi, n'importe quand et pour une période indéterminée pour nous protéger comme cela est invoqué par le gouvernement? Moi, je pense que tout ceci est une dérive assez dangereuse et quand même assez nocif pour notre société. Alors c'est la dernière question que je voulais vous poser, il nous reste une petite minute, c'est justement la durée. Le pass sanitaire avait été annoncé comme temporaire après avoir dit qu'il ne serait pas instauré pour les actions de la vie courante et le restaurant. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, vient d'annoncer que ce serait certainement prorogé jusqu'au mi-juillet 2022. On a quand même l'impression que c'est parti pour durer. Et c'est l'atteinte à la liberté prolongée qui vous inquiète le plus, vous, en tant qu'avocat? Bien sûr, parce que vous savez, la difficulté, c'est qu'on s'habitue à vivre dans cette situation. Mmh. Naturellement, au bout d'un moment, nous allons tous vaquer à nos occupations, et puis certains, par la suite de guerre lasse, vont décider effectivement peut-être de se vacciner ou de laisser tomber. Et au bout d'un moment, on va s'habituer à tout cela. On va s'habituer à présenter un pass sanitaire pour aller prendre un café. On va s'habituer à présenter un pass sanitaire pour aller au cinéma. Et puis il en sera de même pour les générations à venir. Et au bout d'un moment, tout ceci va rentrer dans les mœurs. Et finalement, on aura laissé tomber notre liberté avec le temps. Et je pense que ceci est très dangereux parce que, si aujourd'hui on accepte une telle atteinte, demain je ne sais pas ce que nous accepterons. Donc je pense qu'il est du devoir quand même des citoyens et aussi des avocats d'être extrêmement vigilants sur tout cela. Et vous avez donné cet exemple, et je finirai là-dessus. On nous a dit qu'il nous fallait une loi le 15 novembre pour prolonger effectivement cette question de passe sanitaire. Et d'ores et déjà, on nous dit qu'on continuera jusqu'à l'été 2022. Donc, qui sait encore combien durera tout cela. Merci beaucoup, Maître Corey Item. Il est déjà temps de rentrer à l'antenne. Très bonne soirée sur RCF Alsace.